Je n'ai jamais coupé le contact avec mon ex depuis la rupture amoureuse. Est-ce que finalement ce serait pas handicapant pour mener ma reconquête? Le débat est lancé et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'intéresse encore, et j'ai envie de dire comme souvent, mais je sais que c'est un sujet qui nous fait réfléchir énormément, qui nous fait peur également, à savoir la communication et sur le fait que depuis la rupture amoureuse, vous n'avez pas coupé le contact avec votre ex. Il ou elle vous envoie des messages, sinon c'est vous qui en envoyez, mais il y a ces réceptions, ces envois, ce contact permanent, en tout cas qui n'a absolument pas été rompu donc depuis votre rupture amoureuse, et vous vous posez pas mal de questions là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on pense rupture amoureuse, on a cette espèce de logique qui voudrait que chacun s'enterre dans son terrier, qu'on va travailler à notre reconstruction, qu'une fois qu'on sera véritablement reconstruit, qu'on aura l'aura nécessaire, là on pourra revenir vers l'autre et tout à coup il pourra voir ce scintillement, il sera complètement impressionné par notre évolution et là la reconquête amoureuse sera possible. Le souci de l'autre côté que vous voyez aussi bien arriver, j'ai envie de dire, de manière relativement évidente, c'est que si vous ne communiquez pas du tout, que votre changement prend trop de temps, vous allez finalement être dans une logique qui mène doucettement au silence radio. Vous allez être de votre côté, vous n'allez donc plus communiquer, vous allez faire tous vos changements avec la peur que votre ex ne veuille plus vous reparler quand vous revenez à la communication, rencontre quelqu'un, etc., 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 et que du coup la reconquête amoureuse soit complètement impossible. Et on voit les deux courants de pensée qui s'affrontent, sans même parler de votre bien-être au milieu de tout ça, du fait que contacter son ex trop rapidement, ça peut faire aussi mal parce qu'on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi dire. Bref, vous voyez que c'est un sujet qui est plus complexe qu'il n'y paraît et on va essayer de traiter tout ça, peut-être pas en profondeur, mais déjà d'apporter des éléments de réponse à travers cette vidéo qui, comme d'habitude, est séparée en plusieurs parties. Il y en aura 3 aujourd'hui et on commence tout de suite avec la première qui est l'évidence, même la réadaptation à votre quotidien. Évidemment que la rupture amoureuse va pousser dans des méandres qui ne sont pas forcément les plus agréables. On va être dans la solitude, on va être dans la tristesse, on va être dans la réflexion, on va être dans la volonté de verbalisation et puis on va être dans, j'ai envie de dire matériellement, la nécessité de combler le temps et les habitudes qu'on avait avec la personne qu'on a face à nous. Non, on ne fait plus à manger ensemble, non, on ne va plus faire notre jogging ensemble, le fameux camion de 20 tonnes. Non, on ne fait plus notre jogging ensemble le dimanche matin à 9h, 10h, j'en sais rien. Non, on ne va plus chez les beaux-parents, etc., etc., etc. Donc forcément, on se retrouve face à cette nécessité absolue de réorganiser énormément de choses, de réorganiser nos habitudes, notre quotidien. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour votre ex. On se doute que tout ça, ça va avoir un impact personnel, ça va avoir un impact sur la manière dont on gère notre quotidien, sur la manière de mener nos réflexions et puis évidemment sur la volonté ou son absence de communiquer avec la personne qu'on a face à nous. Et je ne parle même pas du manque, je ne parle même pas de la douleur, je ne parle même pas de tout ça. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que face à vous, on va avoir une personne qui est dans la même situation. Votre ex a pris une décision, effectivement, parce que très souvent, les gens qui viennent sur cette chaîne, on ne va pas se leurrer, c'est l'ex qui est parti. Il arrive que ce soit vous qui ayez décidé de mener la rupture amoureuse et puis soit vous vous êtes rendu compte de votre erreur ou je ne sais quoi, mais les rôles se sont un petit peu inversés et aujourd'hui votre ex est plus dans le pacte que vous, forcément si vous regardez des vidéos sur la reconquête amoureuse, donc on va considérer que c'est un petit peu la même chose. Votre ex est dans l'affirmation de cette décision
il n'empêche pas que son quotidien est malgré tout chamboulé. Et puis il y a cette idée aussi traditionnelle que juste après une rupture amoureuse, on patauge complètement dans la semoule. On ne sait pas véritablement s'il faut communiquer, comment on va le faire, etc., etc., etc. Donc déjà, la première l'idée de cette première partie, c'est de faire un état des lieux sur ce qu'on est en train de vivre. Dans tout ça, on comprend bien que finalement, la communication va être relativement accessoire parce que la première nécessité dans une reconquête amoureuse, c'est la reconquête de soi, c'est donc la création, la réadaptation à votre quotidien, le fait d'aller chercher des sources de satisfaction, des sources de motivation, quelque chose qui peut vous aider à vous sentir mieux. Et je spoil déjà sur la troisième partie, est-ce qu'envoyer un petit texto de temps en temps avec un sourire à son ex, ça remet ça en cause? Non, vous avez quand même, vous êtes l'architecte de votre quotidien, vous avez la possibilité d'envoyer des dossiers d'inscription, je sais pas, de franchir les portes de la salle de sport, d'envoyer des messages à vos amis pour les voir, d'organiser. Vous avez tout ce pouvoir-là qui n'a absolument rien à voir, qui est complètement indépendant de la communication avec votre ex. Donc finalement, on s'aperçoit que ces deux idées vont pas nécessairement être à séparer. Mais là, je ne m'égare pas, mais je vais un petit peu trop loin dans le raisonnement. Donc on continue avec notre deuxième partie. Et là, on va se demander la question si la communication est si mauvaise que ça. D'abord, là aussi, petite mise à plat de la situation traditionnelle après une rupture amoureuse. En tout cas, quelques jours, semaines après cette dernière, il y a toujours de la communication. Il y a toujours une communication naturelle, instinctive qui va se mettre en place. Autour de quoi? Autour des causes et des conséquences de la rupture amoureuse. Donc ces causes et ces conséquences, c'est vous qui demandez des informations. Pourquoi tu me quittes? Comment tu peux me faire ça? Qui est cette personne que tu rencontres? Qu'est-ce que tu fais du coup de tes slips? Est-ce que tu les laisses dans l'armoire? Etc., etc., etc. Et puis de l'autre côté, il va y avoir l'organisation matérielle, si vous voulez. Comment est-ce qu'on fait pour l'emprunt de la maison? Comment est-ce qu'on fait pour l'organisation du temps pour la garde des enfants? Qu'est-ce qu'on fait du chien? Qu'est-ce qu'on fait du chat? Comment on paye les croquettes? Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain loyer? Etc., etc., etc. Donc cette organisation matérielle, elle est tout à fait naturelle et j'ai envie de dire même elle est indispensable, incontournable lorsqu'on est engagé sur des terrains financiers extrêmement forts, comme par exemple donc le fait d'avoir acheté une maison en commun ou tout simplement qu'on a fondé une famille. Je veux dire, même si on a vu des gens partir et puis plus jamais s'occuper de leurs enfants, on est quand même dans une situation où on peut espérer avoir un dialogue avec le père, la mère des enfants, de vos enfants, et organiser la vie organisationnelle, financière, et puis le temps qu'on passe avec nos petits chérubins, si vous voulez. Donc la communication, on va voir que finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel. Et se placer comme, dans cette idée de je veux absolument ne plus répondre à aucun message et ne plus du tout en envoyer, on va aussi non seulement laisser penser que le silence radio est quelque chose de conflictuel, parce que c'est quelque chose de conflictuel, mais en plus que véritablement on est dans cette idée complètement belliqueuse où on refuse même de gérer ses problèmes, de gérer presque sa survie au profit d'une espèce de volonté d'être une tête de mule. Donc je vois pas bien en quoi le fait d'avoir de la communication juste après la rupture serait quelque chose de négatif. Après évidemment, tout va dépendre du type de communication que vous avez. Vous avez peut-être, et ça pose aussi question, une bonne communication avec votre ex. On n'est peut-être pas dans simplement le fait de écoute, je te fais un virement de 500 balles et puis je viens chercher le petit Jérémy à 18h à la crèche ce soir ou je ne sais quoi. On n'est peut-être pas forcément là-dedans. Vous avez peut-être un ou une ex qui est sympa. Et là, j'ai envie de dire, d'un côté, on se dit, génial pour la reconquête amoureuse. Ça va réussir à avoir un bon contact, même direct après la rupture. Ça doit être cool si on ne fait pas cette expérience-là. C'est sans doute ce qu'on se dit. Quand on l'a fait, on se dit, oui, mais mince, du coup, est-ce que le système crise va fonctionner, va servir à quelque chose parce que j'ai quelqu'un qui me sourit déjà? Et puis, est-ce que je vais réussir à me concentrer sur moi, à changer parce que je pense toujours à l'autre personne? Alors, c'est vrai que la communication avec son ex, quelque part, ralentit le déplacement du focus. Et puis, il y a aussi cette nécessité, en tout cas quelque chose qu'on croit nécessaire, c'est de se poser des questions sur la motivation de son ex lors de cette communication. Pourquoi est-ce que mon ex est gentil ou gentille? Est-ce que c'est un relent d'amour? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce qu'on se moque de moi? Est-ce que c'est juste de l'appréciation? Est-ce que c'est juste une grande habitude? Tout ça,
bah, c'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. J'ai envie de dire que, bon, déjà, définir totalement et très clairement les intentions de quelqu'un, bah, ça s'appelle de la catégorisation et moi j'y crois pas, même si c'est excessivement présent dans notre environnement, hein. Encore une fois, les grandes définitions, pervers narcissique, manipulateur, menteur, nanani nanana, ce que je comprends, on vous a menti, la personne est un menteur. En général c'est plus compliqué que ça, hein. On a tous une définition personnelle, à chaque fois qu'on fait une connerie on a une excuse, on a des circonstances, je dis pas qu'elles sont acceptables par la personne qu'on a face à nous, je dis juste que dans notre construction, notre réflexion, on est plus que ça, voilà, on est plus que ça, on a toujours une excuse, on a toujours tout ce genre de choses. Donc bah oui, votre ex a peut-être des excuses, mais je pense qu'elles sont extrêmement mélangées. Comme je vous le disais, la rupture amoureuse, oui, c'est un traumatisme même pour la personne qui part, hein. Il y a une réhabitude nécessaire à un quotidien, il y a des choses qui disparaissent, et puis encore une fois, c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on déteste cette personne et qu'on veut la voir se vider de son sang devant nos yeux, hein, si vous voulez. Il y a beaucoup de cas où même s'il y a un conflit, bah plus tard, on va garder une image assez positive de la personne qu'on a face à nous. Personnellement, lorsque j'ai rompu avec mon ex, la situation était relativement pesante, relativement difficile, mais c'est pas quelqu'un à qui je souhaite du mal, et encore aujourd'hui, mon but premier, c'est pas de la voir se cracher du 5e étage. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. C'est juste que je lui souhaite pas forcément avec moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement différent, et c'est le positionnement de votre ex à un instant T. Nous, on bosse à inverser tout ça, bien évidemment, mais c'est pas parce que on souhaite pas très clairement être avec vous dans la définition d'un couple, dans la vie future et géographiquement habiter au même endroit que vous, qu'on vous souhaite de brûler, quoi, si vous voulez, hein. Donc ça aussi, il faut le comprendre, et pas forcément essayer d'aller chercher des explications qui sont psychologiquement complètement tirées par les cheveux, parce que donnant lieu à des catégorisations assez extrêmes. Et évidemment, la question qui se pose, c'est ce dont je vous parlais juste avant, c'est est-ce que dans ces communications qui sont relativement nécessaires, relativement humaines, est-ce qu'introduire un petit peu de sourire là-dedans vous empêche d'évoluer? Moi, c'est une vraie question que je me pose et à laquelle je réponds, devinez, dans la 3e partie, qui est le fait qu'évidemment, le changement et la communication vont main dans la main. Alors j'entends évidemment cet argument qui me dit voilà, moi j'ai besoin de temps pour me focaliser sur moi, pour changer, pour évoluer. C'est vrai que moi-même je parle d'aura, je parle de changement, je parle de toutes ces choses-là. Par contre, je n'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui, après des années de travail sur la reconquête amoureuse, en quoi le fait de faire tout cela, nous empêche de communiquer, et 2, serait plus efficace si on arrête de communiquer. Parce que le souci pour moi, il n'est même pas dans la matérialité de la situation, il est dans ce qui va se passer dans votre tête. En fait, on a 2 situations. Soit on communique et effectivement on se pose plein de questions sur son ex, on a sans doute beaucoup plus de difficultés à déplacer le focus, chaque chose qu'on fait, notamment les premiers changements qu'on va mettre en relief, finalement on les fait pour l'autre parce qu'on veut une réaction immédiate, etc. etc. Ce qui n'empêche pas l'habitude à l'évolution personnelle, hein, c'est ce que je dis, hein, le marathon c'est un petit peu ça, notamment le marathon des changements, c'est qu'on fait des changements au début pour l'autre, au milieu pour nous, et à la fin pour en faire, parce qu'on est imprégné de cette volonté un peu d'hyperactivité ou d'hyper-réalisation, si vous voulez. Donc on a soit cette situation-là, soit celle où effectivement on ne va plus communiquer parce qu'on ne comprend pas l'autre, parce qu'on a vraiment besoin de ce temps juste pour nous, de se focaliser sur nous. Mais le souci, c'est celui que j'ai déjà mis en relief, c'est que du coup, comment vous faites si vous recevez un message? Vous ne répondez pas et vous pensez que la personne face à vous ne va pas prendre ça comme quelque chose de conflictuel, d'agressif, va continuer à vous envoyer des messages, ou alors va arrêter mais va revenir au bon moment, ou alors va complètement arrêter et accepter de communiquer avec vous quand vous revenez, en vous disant qu'on a tout à fait compris que vous aviez besoin de temps, même si vous le stimulez, hein, même si vous le mettez en relief, que vous le verbalisez en disant voilà, j'ai besoin de temps, je reviendrai vers toi quand ça va mieux. La personne va sans doute vous dire ok, d'accord, je comprends, mais finalement le fait que je te dise ok, je comprends, ça ne présage rien du tout, ça ne définit pas ce qui va se passer au moment où vous revenez vers moi. Pourquoi? Parce que sans aucun contact
effectivement, je ne vais pas arrêter de penser à vous parce que ça, c'est une aberration. On n'arrête pas de penser aux gens avec qui on a comment dire, construit quelque chose, surtout si la relation a été très longue. Mais je vais me forcer véritablement, pour le coup, à miser sur d'autres chevaux, à aller vers d'autres relationnels, etc. etc. Donc, le jour où vous venez, alors c'est peut-être pas trop tard parce que je pense sincèrement qu'il n'est jamais trop tard, qu'il y a toujours le moyen d'améliorer un relationnel, mais il y a peut-être une espèce de couche de glace qui s'est quand même formée et qui est pas forcément à mon sens nécessaire pour mener une reconquête amoureuse. Donc oui, dans le meilleur des cas, très clairement, vous opérez votre changement avec de la curiosité, avec de la volonté d'aller sur le terrain. Après, au début, on va pas se mentir, c'est fake it until you make it. Je veux dire, il faut se lancer dans des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire jusqu'à ce qu'elles nous apportent quelque chose. Et quand ça nous apporte quelque chose, là, effectivement, la motivation revient et on peut se surprendre à se dire, mince, j'ai passé une super journée, cette activité est extraordinaire et j'ai même pas pensé à l'autre. Mais très clairement, pour moi, pour répondre à la question qui était posée, je ne vois pas en quoi il est problématique de continuer à communiquer ou de ne jamais avoir arrêté de communiquer avec son ex pour mener une reconquête amoureuse. On sait que la communication, c'est quand même un des ciments du couple. Donc le fait de se dire moi j'ai besoin de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an sans adresser la parole à l'autre, personnellement je trouve ça, alors peut-être pas immature, mais je trouve pas ça très adapté, je trouve pas ça très, justement en termes d'aura, je trouve pas ça génial. Alors après, encore une fois, je comprends les gens qui vont me dire qu'ils ont besoin de ça. Je suis juste pas nécessairement d'accord sur justement l'idée de besoin. Je comprends qu'on veuille le faire, je comprends d'où vient l'idée, d'où vient la motivation. Maintenant, pour une reconquête amoureuse, je trouve ça dommage. Et puis, je pense qu'en termes d'image, renvoie une image bien plus forte, bien plus intéressante si justement on arrive à évoluer de notre côté, parce que matériellement, on a quand même plus de temps. Je veux dire, avant, on avait une personne qui, 7 jours sur 7, vivait chez nous. Maintenant, on a une personne qui, 7 jours sur 7, ne vit plus chez nous. Donc, tu as forcément plus de temps. Et puis après, on le sait en plus, selon l'organisation quotidienne. Mais si on passe de juste en couple à 2 à célibataire, pour faire la bouffe, ça va beaucoup plus vite parce que tu fais beaucoup moins la cuisine, tu vois, enfin des plats beaucoup moins élaborés. Il y a plein de choses que tu n'as plus besoin de faire. Donc, du temps, il y en a. Il y en a pour faire d'autres choses. Et même si, encore une fois, c'est relativement difficile. Et puis je mentionnerai aussi qu'avec le système crise, basé sur la fibre et basé sur notre environnement, plus tu es dans ta bulle en train de faire tes trucs, plus la fibre elle va être présente et tu vas pouvoir l'utiliser pour donner du contraste à ce qu'est ce relationnel. Parce que, et je conclurai là-dessus, la rupture amoureuse, c'est une volonté de contraste. Alors bien sûr, on va me dire oui, mais moi en continuant à communiquer avec mon ex, je ne suis pas dans le contraste. Mais bien sûr que si, tu es dans le contraste de déjà ce qu'on pouvait attendre après la rupture, à savoir ce dont j'ai parlé, une communication assez pourrie, voire agressive, voire totalement absente. Et puis tu es dans le contraste de ce qui se passe tout autour de toi, parce que traditionnellement le système crise, c'est pas du tout ce qu'on utilise instinctivement. On est dans ce que je décrivais, le retour sur la rupture amoureuse, les causes, les conséquences, etc., etc., etc. Donc oui, même en continuant quelque chose qui préexistait, on est dans ce contraste-là, justement parce que ça ne devrait plus exister aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir répondu à la question que beaucoup se posent. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir ces dernières dès qu'elles paraissent. Et puis, vous avez toujours tous les liens sous les vidéos dans le petit texte quand vous cliquez sur la petite flèche, je crois que c'est en bas droite de la vidéo, vous avez les liens vers le coaching, vers les formations, vers le bouquin, etc., etc., etc. Voilà, je vais vous abandonner là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, on va essayer de garder la pêche, le sourire, d'aller sur le terrain, de continuer à évoluer. Et pourquoi pas de communiquer avec son ex. Allez, salut à vous.